Et oui, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Analyse. L'actualité reste dominée par la publication des membres du gouvernement, la sortie du gouvernement Soumina 2. On en parle bien évidemment au cours de cette émission. Donc, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons commenter l'actualité avec l'habitué de cette émission. Lui, c'est Alain Moukouna. Il est cadre de l'UDPS. Alain Moukouna, bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Bonjour monsieur le journaliste, merci une fois de plus de m'avoir invité parce que je crois que nous analysons pour pouvoir contribuer, éclairer d'abord notre population, nos téléspectateurs et pouvoir contribuer au développement de notre pays. Voilà, merci beaucoup Alain Moukouna. Vous êtes en très bonne santé, surtout votre sourire légendaire qui ne vous manque pas. Alors ça ne peut pas me manquer, c'est pour dire que nous avons foi et espoir à notre président de la République. Nous avons foi et espoir au peuple congolais. Nous avons foi et espoir à nos institutions et particulièrement pour le cas qui nous concerne, qui fait l'objet de notre émission, justement les membres qui sont nommés au sein du gouvernement. Nous leur souhaitons d'ores et déjà un fructueux mandat. Nous allons les accompagner parce qu'ils sont les nôtres et nous allons travailler main dans la main et c'est ça qui est le plus important. Vous n'êtes pas frustré parce que vous-même vous n'êtes pas retrouvé? Non, en fait, si nous faisons la politique, c'est pas absolument pour que nous puissions être dans le gouvernement, être nécessairement. Non, nous pouvons contribuer chacun à la place qu'il occupe. Vous, en tant que journaliste, justement, l'émission de ce jour, une grande analyse, c'est pour analyser afin de voir ce que eux peuvent apporter, mais nous allons continuer à les soutenir, nous allons continuer à les appuyer à quelque niveau que nous puissions être, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de place pour la frustration, mais c'est notre gouvernement, c'est notre émanation. Merci beaucoup, c'est notre émanation, Alain Moukouna. Entrons directement dans le vif du sujet. On a publié ce gouvernement, tant entendu par le peuple congolais, mais bien avant, il y a eu des consultations qui ont été amorcées par les professeurs et le professeur Eberhard et ça a pris beaucoup de temps, L'enfantement est douloureux, l'enfant est là. Mais bien sûr, parce que même quand vous regardez les différentes espèces d'animaux, tous les animaux n'ont pas la même période de gestation. Il y a des grossesses qui durent, d'autres qui ne durent pas un peu, ça dépend de l'objectif que vous fixez. Mais je crois que pour la République démocratique du Congo, il fallait mener certainement des négociations parce que le président de la République voulait que ce gouvernement soit un gouvernement d'ouverture. D'une certaine manière, on a retrouvé l'ouverture. Il fallait des conciliabules, il fallait veiller à la représentativité de toutes les provinces, des différentes forces politiques. C'est pour dire que la composition d'un gouvernement, surtout dans un pays comme le nôtre, dans un pays qui est en pleine guerre, ce n'est pas toujours chose facile. Je crois que l'idéal, le souhait de tout le monde, et je pense même le souhait du président de la République, aurait été de s'ouvrir aussi à la Mouka. Vous savez, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière et je crois qu'à la dernière minute, ils se sont rétractés. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement s'est ouvert à d'autres forces politiques, notamment le nouvel élan de Adolphe Muzito, qui est rentré au gouvernement en qualité de vice-premier ministre en charge du budget. Donc, il retrouve un peu ses anciennes amours. Il a déjà été ministre du budget autrefois avant de devenir premier ministre. Donc, il retrouve ses anciennes amours. Donc, il y a aussi le ministre, je crois, de l'intégration régionale, M. Anzoulouni, qui a été Floribert Anzoulouni, qui a été même candidat à président. Candidat malheureux. Bon, je veux parler de malheureux candidat non élu des dernières élections présidentielles. Donc, il appartient à un courant qui était de l'opposition. D'une certaine manière, nous trouvons ce que le président voulu, l'ouverture. Évidemment, l'ouverture n'a pas été maximale parce que d'autres ont finalement à la dernière minute renoncé. Mais nous allons travailler et puis la République continue. Et par rapport à la taille de ce gouvernement,
Vous avez un mot à placer. La taille est-elle éléphantesque? Bon, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Moi, je suis tshisekédiste pur et dur. Donc, moi, j'ai la vision d'Étienne Tshisekedi de l'autre époque. Évidemment, les époques ne sont pas les mêmes. Moi, j'aurais bien voulu avoir un maximum de 30 ministères. Mais vous savez que ça, c'est une approche. Ça, c'est mon analyse. Mais le président de la République... Ça n'engage pas le parti. Ça n'engage pas le parti, mais le président de la République, et ça, c'est toute la quintessence de sa réflexion. Vous savez, nous avons une manière d'analyser une approche qui ne tient peut-être pas compte de tous les paramètres. Parce que vous savez, le président de la République, dans un pays en conflit, dans un pays en guerre, il y a plusieurs courants politiques, plusieurs tendances. Il fait l'effort de pouvoir satisfaire le maximum qu'il puisse satisfaire. Donc, c'est croire que je comprends qu'il y a cette contrainte qui le pousse à son corps défendant, malgré lui, à pouvoir avoir un gouvernement. Je ne dirais pas que la taille est éléphantesque, à une certaine taille. Donc, je crois qu'il tient compte de plusieurs paramètres, peut-être que nous, on n'a pas. Mais moi, je reste toujours convaincu que dans un pays où on veut la réduction du train de vie des institutions, il y a encore des ministères qu'on aurait pu encore fusionner pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être qu'il y a certains postes, notamment des ministres délégués, qu'on aurait pu supprimer. Ça, c'est encore ma réflexion. Mais comme je l'ai dit, ça c'est ma manière de voir les choses. Mais le président de la République, il a une vision encore plus large que la nôtre, la mienne. Lui qui tient compte de plusieurs paramètres. Lui qui a annoncé qu'il allait réduire cette taille du gouvernement. Et là, on quitte de 54 à 53. C'est quand même une réduction. Vous imaginez? Oui, c'est quand même une réduction. Nous parlons français, c'est quand même une réduction. Mais comme je vous l'ai dit, le président de la République, sensiblement, les contraintes sont quand même majeures. Moi, je comprends que le président de la République, sans que personne n'ait forcé sa main, parce que personne ne peut forcer la main du président de la République, mais le président de la République est là aussi pour tenir compte des différents avis. C'est pourquoi il y a eu des consultations. Les consultations ne consistaient pas à consulter uniquement les membres de l'Union sacrée, mais il y a eu aussi ceux de l'opposition, donc plusieurs tendances déjà au sein de l'Union sacrée. Il faut faire l'effort de satisfaire tant soit peu, parce qu'on ne peut pas ignorer cette satisfaction de plusieurs personnalités, plusieurs partis politiques qui accompagnent l'action du président de la République. Donc, il se devrait quand même de tenir compte de ces différents alliés qui sont quand même fondamentaux. Je crois que c'est peut-être ça qui a fait qu'on a essayé un peu encore d'élargir, mais il y a eu quand même réduction, pas sensible, mais il y a eu quand même réduction, passer de 54 à 53, c'est quand même une réduction, mais peut-être que les populations attendaient un peu plus que ça. Moi particulièrement aussi, je reste partisan d'un nombre réduit de ministères. Très bien. Quid de la représentativité des jeunes et des femmes? Bon, les femmes sont toujours représentées. Je crois qu'il n'y a personne, il n'y a pas un meilleur champion de la masculinité positive plus que le président de la République. Donc il a tenu compte de la réalité. Il y a moins de femmes? Non, comment moins de femmes? Je n'ai pas encore fait les statistiques. Il y a encore des femmes qui sont là à des postes encore beaucoup plus importants. Donc je crois que ça c'est quand même très important. En commençant par la première ministre qui est maintenue. C'est une femme. En dehors d'elle, il y a d'autres, notamment Madame Eve Bazaïba qui est au gouvernement, d'autres encore qui y sont. Donc je crois que on a tenu compte des femmes, on a tenu compte des jeunes, et même la ministre actuelle de la jeunesse, je crois que tout le monde le sait, et les jeunes, elles viennent d'un courant religieux, l'armée de victoire. Autrefois, les gens étaient un peu de stigmatiser le fait qu'un certain courant de Philadelphie, mais cette fois-ci, je ne pense pas que ce soit vraiment l'objectif, mais il y a aussi un courant nouveau qui est entré les églises de réveil peut-être. Il y a le courant de l'armée de victoire. Et là, je salue particulièrement le pasteur, la ministre de la Jeunesse. Je commencerai d'abord par le patriarche, Coutinho Fernando. Nous connaissons tous le travail abattu par le révérend Fernando Coutinho et le prix qu'il a dû payer dans sa santé. Aujourd'hui, il est devenu pratiquement inapte, je pourrais dire comme ça, parce qu'il s'est battu pour le Congo, pour les grandes valeurs de démocratie. Sa fille. Bon,
peut-être que d'une certaine manière, mais la fille, est-ce qu'on l'a récompensée? Je crois que même quand on suit la fille... Parce qu'elle n'a pas de parti politique. Elle n'a pas de parti politique, mais elle est congolaise. Elle est congolaise qui appartient à la société civile, notamment les églises de réveil ou les églises de l'armée de Victoire, qui est quand même un grand courant religieux dans notre pays. Ça fait partie de la société civile. Vous aviez parlé de la représentation. Elle remplit les deux fonctions, jeune et puis femme. Donc on comprend que d'une certaine manière, le président de la République a tenu compte de la représentativité des femmes, de la représentativité des jeunes, et ça, je crois que c'est très important. Et je crois qu'à un certain moment, les gens ont même suivi déjà les pensées de la ministre, de l'actuelle ministre de la Jeunesse. Je crois que ça avait fait quand même un buzz sur le plan national. Les gens ont suivi un peu une vidéo qu'elle avait publiée. Donc, je crois que de ce point de vue, ce qui me satisfait aussi, c'est qu'elle est pasteur, elle est détentrice de certaines valeurs morales qu'elle peut inculquer à la jeunesse. Elle appartient à un courant religieux majoritaire. Les gens connaissent Coutinho Fernando. Je crois que de ce point de vue, nous pouvons lui prêter la confiance pour le travail qu'elle va devoir abattre. Et comme on dit, au finish, c'est le résultat qui va compter. Là, c'est juste les appréhensions que nous avons. Mais nous pensons que c'est d'une certaine manière, on peut s'attendre à quelque chose, que les choses bougent, et c'est le résultat qui compte pour nous. Moi, je suis aussi, parce qu'elle est religieuse, moi, je suis aussi un chrétien, et la Bible nous dit quelque part dans Proverbe que c'est le résultat qui fait cesser les contestations. Bon, j'aurais bien voulu le devenir, mais je suis un passionné de la Bible, j'ai lu beaucoup la Bible. Très bien. Donc, quand on parle de le résultat fait cesser toute contestation, donc nous allons juger les ministres pas les résultats. Et Alain Mukuna, donc une autre question qui me vient à l'esprit, pourquoi les mêmes visages? Et pourquoi prendre beaucoup de temps? Parce que c'était les mêmes visages qu'on connaissait, pourquoi prendre beaucoup de temps? Non, beaucoup de temps, ben, ça peut être facile, c'est toujours facile. On a permité certains ministres, ils sont allés à d'autres ministères, ça a pris juste une permutation, ne veut pas prendre beaucoup de temps, et c'est le même, pourquoi les mêmes visages? Bon, il y a certains visages, il faut peut-être dire qu'il y a certains visages qui durent, qui sont au gouvernement. Oui. Entre autres, Jean-Lucien Boussa, c'est bon, un éternel ministre. Mais si il a la confiance du chef, parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de pouvoir nommer, est-ce qu'il n'a pas mérité? Est-ce qu'il a démérité? Donc je crois que si le président de la République le maintient, c'est parce qu'il estime que c'est un pion majeur. Il y a d'autres pions majeurs. Vous savez qu'on ne pouvait pas nommer tout un gouvernement nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens viennent, qu'ils puissent s'acclimater au gouvernement, qu'ils puissent prendre certains dossiers qui ont déjà pris de l'ampleur, recommencer à zéro. Je crois que tout ça permet d'abord, comme on dit, qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc les meilleurs, on ne les change pas. Nous estimons que ceux qui ont été maintenus, c'est parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les résultats ont été probants. Je prendrai par exemple le cas du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Quand on regarde le combat qu'il est en train de mener sur terrain contre les Koulouna, ainsi de suite, on sent que les choses sont en train d'avancer. C'est vrai que ces opérations, ça ne peut pas disparaître, mais cette dynamique, il faut la maintenir dans le temps, plutôt que d'avoir un nouveau ministre qui vienne aussi recommencer à zéro. Donc, je crois que c'est dans le sens de pouvoir assurer la continuité des grandes actions qui étaient déjà commencées, donc la continuité, et puis pouvoir greffer du sang neuf, du sang nouveau, pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Je crois qu'il n'était pas nécessaire, il n'était pas indiqué de pouvoir changer toute la configuration. Je prendrai aussi un autre cas, le vice-premier ministre de la Défense. Je prends le cas de Kibombo Davita. Il travaille en silence, mais on sent qu'au sein de l'armée, les choses sont en train de bouger. Peut-être les gens veulent avoir des ministres qui font beaucoup de tapage, mais le vice-premier ministre de la Défense, il est très efficace. Fallait-il le changer? Je crois que les résultats sont en train de se voir sur le terrain. La solde des soldats qui a été augmentée, les visites, il est tout le temps sur le terrain, mais dans le silence, je crois qu'il est très efficace. On parlera de l'IAU, en tout cas, qui occupe un secteur qu'il est en train de moderniser, l'innovation. Il ne fallait pas changer l'équipe qui a déjà fait des preuves. Donc, il y a comme ça et là, quand même, des ministres qui ne fallait pas changer. Par exemple, la ministre des Affaires étrangères, fallait-il la changer avec les résultats qu'elle a apportés à la République? Vous voyez qu'il y a une équipe, une ossature des ministres qui ont fait preuve vraiment de dynamisme et qui ont apporté des résultats probants qu'on a maintenus. Il y a d'autres, peut-être, on ne dit pas que ceux qui ont été sortis du gouvernement sont moins bons.
peut-être que c'est pour des questions de représentativité nationale de toutes les régions. Peut-être qu'on a été obligé de sortir un. Pas qu'il a été médiocre, mais on l'a sorti peut-être pour intégrer une autre province. Donc, c'est tout ça, mais ça prend du temps. Souvent, on a l'impression que c'est des choses trop faciles, mais ça prend du temps. Il faut tenir compte de la représentativité, des compétences, la représentativité des partis politiques, des provinces. Passer un gouvernement national, c'est pas une gymnastique facile. Tenir compte des intérêts des uns et des autres. Donc, voilà ce qui a pu peut-être expliquer. Voilà, prenons un peu à l'Emokuna, parce qu'il y a aussi de nouvelles entrées. Nous voyons Eliezer Tambo, ministre délégué auprès de la Défense. Il va s'occuper des anciens combattants. Voilà un cas, justement pour montrer que là, on a peut-être cherché un autre candidat, un autre ministre pour faire un peu plus. Eliezer Tambo, c'est l'homme de la population. Il a un parti politique. Vous savez qu'il s'occupe des démunis, des gens qui sont en difficulté. Ça, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé un peu dans le passé. Je conduisais aussi un mouvement où je disais solidarité entre nous. Il faut qu'il y ait une solidarité. Et ça, il a prêché quand même par l'exemple. Il s'est occupé des démunis, il s'est occupé des handicapés. Donc, je crois qu'à ce poste-là, s'occuper des anciens combattants, à mon sens, ça, c'est un choix judicieux, un choix vraiment qui va apporter des fruits, tenant compte aussi de sa personnalité, de sa nature profonde. Je crois que ça, c'est un poste qu'on mette Eliezer Tambo, moi, ça me satisfait énormément. Et un mot sur le nouveau ministre de la Justice. Bon, le ministre de la Justice, là encore, c'est quelqu'un qui a lutté pour les droits humains. Donc tout le monde connaît Ngefa, tout le monde connaît l'Azado à l'époque du maréchal Mobutu qui est devenu Azado. Donc tout le travail qu'il a abattu au plan international. Non, on le revoit à un certain moment sous Kabila, quand ça bouillonnait ici, on ne le voyait plus. Non, mais parce qu'à un certain moment, je crois qu'il est allé travailler au sein des Nations Unies dans différents mouvements des droits de l'homme. Il a été dans plusieurs pays africains. Donc je crois que c'est peut-être ça qui a expliqué son absence à un certain moment. Ça, par exemple, c'est aussi un choix qui semble être judicieux, qui va permettre de redorer l'image de la justice dans notre propre pays. Et ça, c'est très important. Donc, ça et là, on sent qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui valaient la peine. Et ça, c'est très important. D'autres ont été maintenus, de nouveau ont été greffés au gouvernement pour donner encore plus de vivacité au gouvernement. Ça, c'est déjà les premières impressions. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, le résultat fait cesser toute contestation. Très bien. On les attend au résultat. On les attend au résultat. John Banza, qui va vers les ITP. Je salue travaux publics. Je salue le ministre sortant, Alexis Guissaro, qui a battu un travail au sein du ministère. Il a battu les records de longévité. De longévité, je crois que ce n'est pas un choix des moindres. Il va occuper le ministère de l'urbanisme et habitat. Donc il y a certains ministres qui ont été changés, il en fait partie. Et il y a l'entrée du ministre John Banza Lunda, qui vient de la province du Tanganyika. Donc, dont le chef-lieu est Kalemi. Moi-même, je reviens d'une mission de Kalemi. Ma mission, c'était du 31 juillet au 5 août. Donc, moi, je viens du terrain. J'ai vu Kalemi. Et je crois que le président est pris quelqu'un qui vient de Kalemi. Il faut noter d'abord que c'est un représentant du peuple congolais de la province. C'est un élu du peuple. Il est député actuellement. Et j'ai appris qu'il est en mission aux États-Unis, toujours. Donc, c'est un élu du peuple. C'est quelqu'un qui porte le fardeau du peuple. Et quand je parle de la province du Tanganyika, j'en viens, les infrastructures, le besoin d'infrastructures. Quand je regarde la route nationale, d'abord la numéro 5 qui part de Kalemi jusqu'à la bifurcation, avec la route nationale numéro 33 qui part de la RN5 qui va vers Manono, Moba, vers le port de Moba. Le tronçon là, c'est un tronçon difficile. Il y a la RP 630 quand vous partez de Nyunzu pour aller vers Kabalo. C'est un projet qui est déjà en cours d'exécution. Nous sommes allés justement pour réceptionner un tronçon routier qui part de Nyunzu jusqu'au pont Louisi, 65 km qui venait d'être réhabilité. Et on va aller jusqu'au Kabalo. Donc on sent qu'il y a un besoin d'infrastructure dans le Tanganyika, que le président ait pris un élu du peuple de Tanganyika avec le fardeau qu'il porte des infrastructures d'abord
Et comme on dit que quand on prêche, il faut commencer par Jérusalem avant d'aller dans tout Israël. Exact. Donc, lui, il a le souci, j'imagine qu'il a le souci des infrastructures, connaissant la situation déjà dans sa province. Et je crois qu'il va porter ce fardeau avec beaucoup d'ardeur. Moi, je le pense. Et nous lui souhaitons la bienvenue dans ce grand ministère des infrastructures pour qu'il puisse booster et peut-être améliorer encore ce qui avait été déjà commencé par le brillant ministre Alexis Guissaro. Donc voilà, moi je suis dans le secteur des infrastructures et là encore de manière particulière, je salue la venue de son excellence monsieur John Banzalunda, à qui nous souhaitons d'ores et déjà un fructueux mandat à ce ministère qui est somme toute très important pour la République. Merci beaucoup. Parce que le réseau routier, c'est comme le réseau sanguin dans le corps. La nourriture va arriver dans les différents organes de notre corps dans la mesure où le réseau sanguin est bon. Donc, le Congo va se développer dans la mesure où son réseau routier, son réseau ferroviaire est très important et touche les différents coins. Ainsi, tous les différents coins seront alimentés par les meilleures décisions qui seront prises par le gouvernement. Donc, nous lui souhaitons un fructueux mandat et que vraiment, comme on l'a dit, que le résultat puisse se faire très rapidement en commençant par Jérusalem et pour aller plus loin, arroser toute la République démocratique du Congo de meilleures infrastructures. Très bien, le mot qu'on avait. Vous et moi, nous avons toujours décrié ici, sur ce plateau ici, ce phénomène de Kimillar. Hein, les gens qui, en même temps, il est député, en même temps, sénateur, député provincial, maintenant Premier ministre. Mais quand est-ce que le petit peuple, nous autres là, vous et moi, quand est-ce que nous allons servir? Mais nous servons déjà, d'abord ça il faut noter, nous servons. Peut-être à quel moment nous allons servir au niveau du gouvernement. Mais je crois que moi je suis fondamentalement chrétien, je crois qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Lorsque le temps d'Apollinaire Kassonga va arriver, ça va arriver, il entrera au gouvernement. Si le temps pour Alain Mukuna Mwembi arrive, pour lui d'entrer au gouvernement, il entrera. Ça, ce sont les desseins de Dieu, sur lesquels nous n'avons pas à discuter, nous n'avons qu'à dire oui et amen, comme disent les chrétiens, comme nous disons nous les chrétiens. Donc, je crois que c'est... Mais ce n'est pas les mêmes, il y a certains qui sont entrés aujourd'hui, d'autres vont entrer demain, d'autres après-demain. Donc, je crois que selon la grâce de Dieu, selon la grâce divine, donc nous souhaitons vraiment un fructueux mandat à tous ceux qui ont eu la grâce de Dieu de pouvoir entrer au gouvernement. Accompagnons-les, évitons une frustration inutile. Ce sont les nôtres qui nous représentent. Et c'est que nous, peut-être mon souhait à moi, c'est que tous ceux qui entrent au gouvernement portent le fardeau du peuple congolais et puisse le porter vraiment sérieusement. On ne va pas au gouvernement pour les intérêts de soi-même, les intérêts de sa famille. Vous êtes ministre national, vous êtes au gouvernement national, c'est pour que vous puissiez vous occuper de la nation, pas que de votre famille. Le fait que vous soyez déjà au gouvernement permet à votre famille, d'une certaine manière, à la manière des hommes, de pouvoir respirer, mais il faut voir les intérêts de la nation. La nation congolaise doit se mettre debout. La nation congolaise doit être forte au centre de l'Afrique. La nation congolaise doit être celle qui donne le tempo à travers même le monde. Au vu des richesses que nous détenons, nous ne pouvons plus rester en arrière. Donc, on veut des gens qui boostent. Comme j'ai dit, moi je suis dans le secteur des infrastructures, des ministres bulldozers qui vont ouvrir le chemin pour que d'autres viennent y marcher. C'est ça que nous voulons, que nous pouvons attendre du gouvernement, mais ce n'est pas que tout le monde n'entrera jamais au gouvernement, mais voilà notre vœu. Et là, je reviens un peu, vous et moi, nous avons connu la Deuxième République. Le slogan du MPR, c'était quoi? Servir, oui, se servir, non. Et ça, je rappelle, parce que c'est une page de notre histoire, et je crois que ce slogan vaut quand même la peine. Servir, oui, se servir, non. Si nous pouvons prendre cet exemple de la Deuxième République pour pouvoir nous en servir comme cheval de bataille et aller de l'avant, ça ne pourra que satisfaire la population congolaise. Un peu comme disait Oazé, quoi, que demande le peuple? Que demande le peuple? Et il y a certains ministres dont j'étais les noms ici, qui pratiquement avaient rendu leur cabinet ministériel, qui était devenu, donc tous les membres de la famille se sont greffés à ces ministères. On a vu subitement ces ministres reconduits.
Bon, vous ne citez pas, mais reconduit, ce n'est pas par rapport aux membres de famille. Vous voyez, vous comprenez que tout à l'heure, je l'ai si bien dit, je me suis appuyé sur un adage du MPR, sur un adage de la Deuxième République pour dire servir, oui, se servir, non. Quand on dit servir, si vous avez des membres de famille qui sont compétents, ben, pourquoi pas? 24, je dis par exemple, pourquoi pas. 30 qui vous entourent. Mais oui, ça c'est ça. Il ne faudrait pas faire des cabinets familiaux. Ça c'est tout à fait normal. Donc c'est notre souhait. Il faut que les ministres comprennent, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que les ministres doivent comprendre qu'ils sont des ministres nationaux, pas des ministres familiaux. Ça c'est très important. On peut à l'occasion insister pour dire que ouvrez-vous à la République. Ouvrez-vous au peuple congolais. Il y a des gens qui sont compétents dans d'autres familles, dans vos partis politiques, dans d'autres partis politiques. Parce que même quand on vous nomme à un poste déterminé, vous n'êtes pas obligé de prendre que les membres de votre famille ou les membres de votre parti politique, de votre... Ouvrez-vous, ayez une ouverture d'esprit. On peut prendre quelqu'un, par exemple, il y a des experts, des technocrates auxquels on peut faire recours pour l'avancement de notre pays, pour l'avancement de la République. Donc cette vision à court terme qui ne voit que la famille n'est pas à encourager. Donc franchement, moi j'invite les membres du gouvernement à prêcher par l'exemple. Vous voyez, le président de la République... La Premier ministre peut sanctionner, par exemple, les récidivistes. Non, peut-être ce qu'on peut dire, on peut, comme on le fait, peut-être on l'a eu à le faire dans certains cas, on a limité les quotas. On dit par exemple que les quotas, ça ne peut pas dépasser, tout le cabinet ne peut pas être composé de membres de votre famille. Un contrôle peut s'imposer pour que les gens sentent que c'est un gouvernement national et non un gouvernement où certains ministres ne pensent qu'à leur propre famille, alors qu'il y a d'autres Congolais qui travaillent, qui ont les compétences pour rendre un précieux travail pour le développement de notre pays. Voilà. On a une ouverture, on a dit que le gouvernement c'est un gouvernement d'ouverture, mais il faudra que les ministres aient aussi une ouverture d'esprit pour tenir compte de toutes les compétences de ceux qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez que le président de la République, quand il a fait le choix, il n'a pas choisi tous les ministres de sa famille. Donc c'est important, les ministres à leur tour, de montrer que, à l'exemple du président de la République, qui peuvent ratisser large, qui peuvent aussi avoir une ouverture d'esprit, et ça nous allons vraiment saluer. Faisons escale aussi sur le ministre Doudou Famba qui a été reconduit et qui a abattu un travail de titan à ses ministères, un fin technocrate. On a vu beaucoup de réformes qu'il a initiées. Je crois que sa reconduction ne pose pas de problème. Bon, vous savez, la reconduction de tel ou tel autre, les gens ont parfois leur manière d'apprécier, mais je crois que le meilleur, c'est le président de la République. Il a regardé les résultats. Le meilleur coach. Non, le premier coach, c'est évidemment, c'est lui qui place les ministres, donc c'est lui le premier coach. Je crois qu'il a eu à analyser les résultats produits par le ministre Doudou Famba, raison pour laquelle il a reconduit. Donc c'est ça que nous pouvons dire qui est majeur. Donc si on doit passer une analyse au peine fait ministre après ministre, les appréciations peuvent distinguer. Exact. Mais moi, en ce qui me concerne, je fais totalement confiance au président de la République. Voilà, par rapport à la vision large qu'il a, mais cela ne nous empêche pas à nous, avec la vision que nous avons aussi, de regarder tel ou tel et de faire des propositions. Ça, c'est très important. Voilà. Dans le cadre de notre corps de l'élite scientifique de l'UDPS, dans le cadre de... il y a plusieurs associations auxquelles nous appartenons. Et puis, dans le cadre du débat citoyen, en tant que citoyen de ce pays, nous avons le droit d'avoir un regard sur la gestion de notre pays, sur le contrôle, et d'avoir des critiques, mais des critiques constructives. Il ne faut pas critiquer pour détruire. Il ne faut pas critiquer pour le plaisir. Il ne faut pas critiquer parce que quelqu'un n'est pas de votre obédience. Il ne faut pas critiquer parce que quelqu'un n'est pas de votre province. Non, il faut qu'on se dépasse. Dieu a fait que chacun appartient à une province, appartient à une famille, mais c'est pour que nous puissions faire de cette diversité culturelle quelque chose, un moteur puissant, un moteur de développement de notre pays dans la diversité. Parce que si on organise notamment, par exemple, des forats culturels, quand on voit la richesse de chaque coin de la République, c'est ça qui pouvait même booster le tourisme dans notre pays, la diversité culturelle, favoriser le tourisme intérieur. Parce que c'est important, moi je serais heureux
un jour d'aller à l'Équateur, en Bandaka, de voir la culture, qu'est-ce qui se passe là-bas, la richesse culinaire, la richesse ethnique, ethnologique. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre de notre pays. Vraiment que nous puissions nous resserrer tous autour du président faire un front commun, le camp de la patrie, mais de la véritable patrie. Voilà. Gouvernement d'union nationale, le gouvernement d'ouverture, les grands absents, les Sidé et Martin Fayoulou sont les grands absents. Un choix. Ils ont fait leur choix d'être absents. Pourquoi? Parce que eux, ils conditionnent leur entrée au gouvernement par le dialogue. Je crois que n'ont-ils pas raison? Le dialogue n'excluait. Ils n'ont pas raison. Le dialogue n'excluait pas leur entrée au gouvernement. Ça signifie que ils pouvaient bien entrer au gouvernement, participer au développement du pays, parce que le président veut faire participer tout le monde, montrer qu'il n'a pas un esprit sectaire, il n'a pas un esprit de coterie. Il voulait bien le faire, mais s'ils ont fait le choix de ne pas entrer, c'est cela aussi la démocratie. Ils attendront dialogue si dialogue il y aura, mais il ne faut pas être figé dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas être limité en disant que nous, on est accroché au dialogue. Et si le dialogue n'a pas lieu, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Donc, à mon sens, ils ont eu tort de ne pas participer, de n'avoir pas saisi la main tendue du président de la République pour que le Congo évolue. On a suivi Martin Fayoulou, il avait dit qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est vrai, mais il faut que nous travaillions main dans la main. Le salut du Congo n'est pas conditionné par le dialogue. Combien de dialogues n'avons-nous pas organisé dans ce pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance? Cela nous a-t-il développé? Je ne pense pas. Donc le dialogue, c'est un aspect de la vie nationale. On peut organiser le dialogue demain ou après-demain, ou ne même pas l'organiser. Ça dépendra des raisons du dialogue. Et pourquoi s'est précipité à sortir ces gouvernements à partir du moment que les discussions de Doha sont au point mort? Non, mais les discussions de Doha, la vie de la nation n'est pas conditionnée par les discussions de Doha. Et ils vont s'entendre. Est-ce qu'il faut encore remanier le gouvernement? Si les gens s'entendent et que la nécessité, parce qu'on peut bien s'entendre sans nécessairement entrer dans le gouvernement, la preuve c'est que SID, la Mouka ne sont pas entrés dans le gouvernement. On peut bien s'entendre, on fait la paix et chacun continue à travailler, qui comme agriculteur, qui comme électricien, qui comme ingénieur, qui comme, je ne sais pas, journaliste, on peut le faire. Donc, il n'est pas nécessaire qu'à la fin du dialogue, on puisse reconstituer un gouvernement. C'est une possibilité, on peut bien le faire ou ne pas le faire. Et même que si il y a nécessité d'intégrer certains membres, on peut remanier le gouvernement. Le président de la République a toujours la latitude de remanier un gouvernement. Ce n'est pas interdit. En tout cas, la constitution de notre pays, qui est la loi mère, ne lui interdit pas de remanier le gouvernement à tout moment. La sagesse restée était qu'on attende la déclaration finale. Mais la sagesse de qui? Le président de la République. Non, ce n'est pas une sagesse. Là, il a agi aussi par sagesse. Je crois que s'il a tenu à mettre en place ce gouvernement, c'est pour des raisons et c'est la sagesse qui l'a conduit. Donc, quand vous dites la sagesse, c'est comme si le président manquait de sagesse ou alors il y a une sagesse qui est implantée quelque part dont il n'a pas fait usage. On pouvait attendre la déclaration. On pouvait attendre combien de temps encore? Parce que c'est une négociation dure. Et si ça prenait encore 2 ans, sans qu'on se mette d'accord, nous allions rester 2 ans sans gouvernement. Donc, il y a eu une ouverture à un moment donné. Ceux qui ont saisi la main tendue du président sont entrés dans le gouvernement. Le train est reparti. Peut-être à la prochaine gare, les autres pourront entrer. Voilà. Donc, chacun fait usage de sa liberté. Voilà. Chacun fait usage de sa liberté à l'Emokuna. Nous sommes toujours autour de la sortie de ces gouvernements. Donc, nous avons vu avec vous ce qu'il y a comme taille. Maintenant, abordons les problèmes de ce fonctionnement, comment ce gouvernement va fonctionner, parce que je vous ai dit ici que nous avons 53 membres, 6 vice-primatures, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Donc, quelle est la différence entre les ministres délégués et vice-ministres? Ils ne feront pas la même tâche. D'abord, les ministres délégués et les vice-ministres ne sont pas rattachés au même ministère. C'est déjà des ministères différents, donc ils ne feront pas la même tâche. Et je crois qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils n'auront pas les mêmes attributions. Je crois que le président de la République prendra dans les jours à venir certainement une ordonnance
fixant les attributions de chaque ministre. Et ça, je crois que le problème sera réglé par cette ordonnance d'attribution des compétences des uns et des autres. Donc les choses de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas matière à réflexion. C'est des choses normales dans le cadre de fonctionnement normal des institutions. Donc il n'y a pas 1000 questions à se poser par rapport à ça. Comme on dit, moi j'ai ma manière de voir les choses, comme je l'ai dit. Moi j'ai toujours été partisan d'un gouvernement réduit autour de 30 ministres. Ça c'est mon point de vue. Je soutiendrai toujours mon point de vue. Ça c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas votre parti. Ça n'engage pas le parti. Ça n'engage pas le président de la République qui lui a une vision plus globale, et je crois que je peux moi lui faire confiance de ce point de vue, même si j'ai un point de vue à ce niveau-là en ce qui concerne la taille, mais mon point de vue n'est pas le meilleur, on peut dire comme ça. Voilà. Allez Moukouna, nous avons quasiment vidé cette première thématique. Abordons la deuxième thématique, c'est celle du feuilleton judiciaire de l'ancien ministre de la Justice, Mutamba. On en parle dans cette émission. Nous avons suivi les audiences, vous et moi. Donc jusque-là, il n'y a pas encore de preuve que Mutamba a détourné. Les 19 millions dont on parle sont encore logés à la banque Frivao. Bon, pas à la banque Frivao, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Ce dossier est pris en charge par la justice. C'est comme ça que je vais m'abstenir de faire des commentaires sur un sujet qui est déjà en justice, où nous n'avons pas tous les contours, nous n'avons pas tous les éléments. Je crois qu'il y a eu des témoins qui commencent déjà à apporter la lumière. Il y a l'ancienne ministre de la justice qui est venue apporter la lumière. Il y a d'autres institutions qui sont passées aussi à la barre. Je crois que gardons notre mal en patience. Voyons voir la justice de notre pays, c'est qu'elle va devoir faire. Je crois que le plus important, on sent que maintenant, tout le monde peut passer à la barre. Le ministre même de la justice peut être traduit en justice. Donc c'est pour dire que petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid, avec les efforts des uns des autres, que j'espère que la justice va retrouver son blason et puis un meilleur visage, de sorte que nul ne soit au-dessus de la loi. C'est le plus important. Donc tous, nous devons nous incliner face à la justice. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Laissons la justice évoluer. Laissons la justice, ce sont des professionnels de la justice qui sont en train de conduire, c'est pas n'importe quel magistrat. Je crois qu'ils vont conduire cela à bon port et que la population y trouvera son compte, dans la mesure où on va sanctionner celui qui aura tort et on va pouvoir défendre la justice. Voilà. Et Madame la chef du gouvernement, la Première ministre, a été également citée. Quand est-ce qu'elle va défiler? Parce qu'elle dit qu'il n'est au-dessus de la loi. Nous n'est au-dessus de la loi, mais pour des fonctions d'État, pour des raisons d'État, je crois qu'il a été résolu qu'elle ne se présentera pas pour des raisons d'État, mais je crois que si elle n'y va pas, il y a tous les services qui peuvent, peut-être un avocat ou n'importe qui peut apporter la lumière par rapport aux questions qui pourraient se poser par rapport à ça. Mais je crois que de manière générale, pour des raisons d'État, on a voulu qu'elle ne puisse pas se présenter. Et cela ne veut pas dire qu'elle est au-dessus de la loi. Ça, il faut qu'on fasse la part des choses. Donc, pour certaines raisons, il y a certains qui ne vont pas se présenter. Et je crois que pour certains membres même de la cellule, la CNRF, pour des raisons d'État, pour certains cas particuliers, on dit qu'ils ne peuvent pas se présenter devant la justice. Ça, c'est pour des raisons d'État. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Ça, c'est et si il arrivait par miracle, donc que Mutamba donne ses moyens de défense et il est acquitté, l'État va les dédommager, par exemple, pour quelle raison? Il va retrouver son poste. Son poste, peut-être pas, parce que maintenant il y a déjà un autre ministre qui occupe la fonction. Je crois que s'il est lavé par la justice, il va continuer les activités. Il est déjà avocat, il va continuer ses avocats. Oui, il est député national. Là, on avait le président de la République. On avait levé ses immunités. Et il va les retrouver, parce qu'on a levé les immunités juste en sa qualité d'abord de membre du gouvernement, parce que pour qu'un ministre puisse être jugé,
il fallait obtenir l'autorisation de l'Assemblée selon notre constitution. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Mais s'il retrouve sa liberté, déjà maintenant là, qui n'est pas condamné, là, la présomption d'innocence, si à la fin de ce procès, il est lavé et qu'il va poursuivre son travail, il sera un citoyen libre dans la société, il pourra continuer ses activités comme il le faisait avant de devenir ministre. On devient ministre à un moment donné, après le gouvernement, la vie continue, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup, Alain Moukouna. Notre sujet d'actualité, c'est la publication des résultats des examens d'État. Donc, avec quelle rapidité, quelle célérité. Donc, au bout de 2 jours, 3 jours, on a les résultats. Donc, dans quelques provinces éducationnelles, innovation, précipitation. Non, mais il faut que c'est parfois ça qui me surprend dans notre population. On veut une chose et son contraire. Parlant du gouvernement, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en train de me faire comprendre qu'on a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, là, pour les examens d'État, la science évolue, on parle même d'innovation. Innovation, ça signifie on est en train d'améliorer la perception scientifique. Mais maintenant que le monde nous offre des outils qui nous permettent de corriger rapidement les résultats des examens d'État, il y a des gens qui s'en plaignent. Il y a d'autres qui disent non, madame la ministre doit sauter. Mais je ne comprends pas cette manière de réfléchir. La science aujourd'hui nous permet de corriger. Là où la main d'homme pouvait prendre 10 jours, la science vous permet de faire la même opération peut-être en 10 minutes. Ça signifie qu'on n'aura plus de temps. Au jour d'aujourd'hui, à peine. En fait, la manière, c'est quoi? Il y a des machines qui sont là. Dès que le premier jour, dès qu'on a terminé, il y a déjà des centres. D'abord, on a commencé par décentraliser. Autrefois, toutes les malles des pièces, des papiers des examens d'État devaient arriver à Kinshasa. Maintenant, là, la première innovation, c'est qu'il y a des centres, 3 centres nationaux de correction. Il y en a à Kinshasa, il y en a à Mbujimaï, il y en a aussi à Lubumbashi, avec espoir que demain, il y en aura à Kisangani, ainsi de suite. On va décentraliser. Nous y sommes déjà, nous sommes en train de le faire. Ça, c'est une avancée majeure qu'il fallait applaudir. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle la ministre actuelle est maintenue, parce que c'est déjà une grande innovation. Les gens se posent la question de savoir, vendredi, les enfants terminent le résultat le jeudi. Et puis, il y a eu un jour férié. Mais qui vous dit les jours fériés, quand un malade, quand il y a un cas d'opération, on n'opère pas les malades parce que c'est un jour férié? Qui vous dit que pour les examens d'État le vendredi ou je ne sais pas le jour férié, le 1er août, on ne devait pas travailler? Il y a des gens qui ont travaillé, des gens sont sortis pour aller dans les cimetières, mais d'autres, des médecins, sont allés dans les hôpitaux pour opérer, des ingénieurs étaient dans les usines pour faire tourner les usines. Donc, quand on parle des jours fériés, il y a certains qui se reposent, il y en a d'autres qui travaillent. Pour le cas particulier, donc ça s'est fait jour après jour. Dès que les malles sont prêtes, on lançait pour certaines, notamment pour le Haut-Katanga, Mbujima et Kinshasa, directement on commençait le travail. Donc il ne fallait pas attendre totalement la fin, donc le travail a commencé. Je crois qu'il y a eu des explications que nous avons suivies au travers des réseaux sociaux, de la ministre même et de ses services, qui ont montré que autrefois, nous avions des machines où il fallait 10 papiers par minute, mais maintenant, là, avec l'innovation actuelle, avec l'intelligence artificielle, le même travail, on a 160 copies par minute. Ça signifie que là où on prenait en 1 minute, il fallait 10 minutes pour passer 160, maintenant on le fait en 1 minute. Vous voyez qu'il y a eu un gain considérable de temps. C'est comme ça que sous d'autres cieux, on fait les élections le même jour, le soir, on a les résultats. La science est développée. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous incruster dans le développement, dans l'innovation. Voilà pourquoi les résultats sortent un peu plus rapidement. Il fallait plutôt s'en réjouir. Il y a des gens qui sont tout le temps là, à tout le temps jeter le pavé dans la mare. C'est pas bon. En tant que Congolais, je pense que nous devrions saluer cette innovation. Moi, j'ai un fils déjà, quand je vous ai dit que le mardi, il a présenté les examens d'État. Déjà le mardi, on avait les résultats. Donc, je salue mon fils, mon second,
Perben Mukuna Maoya, qui a eu 73%, ça me fait plaisir. Donc moi, en tant que parent, je suis satisfait, mais ça nous permet même pour l'inscription à l'université, que ce soit ici au pays ou à l'étranger, on peut commencer les démarches un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que les résultats sont sortis plus tôt. Donc cette avancée scientifique, technologique, cette innovation devrait être saluée plutôt que que les gens soient attristés par ça. On veut une chose et son contraire. Merci beaucoup, Alain Mukuna. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Regardez votre caméra pour le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, moi, je suis un homme politique. J'appartiens à un grand parti politique, l'UDPS. Et pour votre mémoire, je suis à l'UDPS depuis 1991. Donc, quand nous voyons l'UDPS au pouvoir, les avancées qui sont en train d'être imprimées, notamment en ce qui concerne, par exemple, même les permis de conduire, en ce qui concerne le passeport, où on a mis de côté tous les commissionnaires, la population congolaise. Quand on dit le peuple d'abord, ça aussi, ça rentre dans les actions du peuple d'abord, où la population qui payait autrefois $250 pour avoir le passeport, maintenant, il ne dépense que $75. C'est déjà une avancée. Donc, j'invite les Congolais à s'approprier les avancées de notre gouvernement, les actions positives posées par notre gouvernement, à les appuyer, à appuyer notre gouvernement, à appuyer les dirigeants de notre pays, tous les ministres, à appuyer les ministres provinciaux, à appuyer tous ceux qui, à un niveau que ce soit, sont en train de contribuer au développement de notre pays. Même l'agent public au niveau de la commune, au niveau du secteur, nous devons soutenir l'action de notre gouvernement pour le salut de notre pays. Et comme le président le dit, le salut du peuple congolais, c'est vraiment ça la loi suprême. Marchons tous avec cette vision, en combattant les antivaleurs, en combattant la corruption, en combattant justement le désordre sur la voie publique, le non-respect des lois, notamment la loi sur le code de la route, notamment la loi sur les marchés publics, parce que moi je suis dans le secteur des marchés publics. Donc si nous nous engageons résolument, de manière véhémente, de manière engagée, le Congo va se relever, parce que le Congo a l'ambition d'être la grande puissance en Afrique. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup Alain Mukuna d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes les cadres de l'IDPS. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Alain Mukuna. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est cadre de l'IDPS. Avec lui, nous sommes passés au peigne fin. Donc, l'actualité de l'heure. Alain Mukuna, merci. On se retrouve prochainement dans un autre numéro avec d'autres thématiques plus alléchantes que celle-ci. Je serai très enchanté. Merci beaucoup. Merci.